Mesdames et messieurs, bienvenue sur Global Africa et 3 en Afrique. Entrepreneur dans le secteur agricole, patron de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Unicongo, qui est la plus grande organisation patronale du Congo-Brazzaville. Michel Diombo, qui est de passage à Paris, est mon invité business aujourd'hui. Nous parlerons de l'implication de l'organisation patronale dans le développement socio-économique du Congo. Je suis Carmen Févillier, heureuse de vous retrouver. Michel Diombo, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de votre présence sur ce plateau. Et donc, depuis 2022, vous êtes président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, donc Unicongo. En parallèle, PDG, vous me dites si c'est toujours le cas, PDG de CA Agri, basé à Dolisie, société numéro 1 au Congo, dans la production et la distribution des intrants agricoles. C'est bien ça. Des engrais donc naturels. C'est bien naturel ou c'est pas naturel? Je dirais malheureusement chimique, parce qu'on est encore chimique. au balbutiement de l'agriculture au Congo. Il est trop tôt pour introduire complètement l'organique. Donc, c'est pas du bio? C'est pas du bio, pas du tout. OK. C'est bon à savoir. Vous avez créé au sein de l'Union patronale la Fédération agriculture, élevage et pêche. Tout à fait. Et donc, Michel Diombo, bienvenue sur Global Africa et 3 en Afrique. C'est moi qui vous remercie. Je vais faire un rappel sur Unicongo, Monsieur Diombo. Unicongo est donc l'association patronale la plus représentative du Congo. L'Union représente le secteur privé congolais à hauteur de 80% des entreprises, de la PME locale au groupe international. Vous avez 325 adhérents et membres associés. Il y a eu de nouveaux adhérents en 2023, 5 nouveaux, si je ne me trompe pas. Et donc, dans le but d'améliorer le climat des affaires et de contribuer au développement de l'économie du Congo, vous informez, vous accompagnez, vous conseillez ces entreprises et vous travaillez par ailleurs pour la promotion et l'encouragement de la mise en œuvre d'une politique de développement de l'entreprise. Et donc, pour le reste, je vais renvoyer donc, nos téléspectateurs sur unicongo.cg. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Alors, Monsieur Diombo, Michel Diombo, première question, Unicongo renferme 80% des entreprises du secteur privé congolais, un secteur dominé par les groupes internationaux. Quel est donc le pourcentage des PME locales? Quelle part de marché PME locales et groupes internationaux? Dans quel secteur? Et en dernier, si vous pouviez nous parler du défi des zones économiques spéciales. Juste pour une petite précision, nous représentons 80% de l'activité économique formelle au Congo. Parce que sinon, il y a des milliers d'entreprises au Congo, plus ou moins formelles. Nous représentons 80% du volume d'activité, de chiffre d'affaires généré par les entreprises formelles au Congo. Donc nous avions autour de 320-325 membres l'année dernière et depuis, nous avons une accélération des adhésions avec plus 5 à plus 10 adhérents tous les mois, donc dans l'objectif à la fin de l'année d'atteindre 500 sociétés adhérentes. Pour ce qui est des secteurs d'activité, nous avons en notre sein 16 fédérations professionnelles. Elles vont des secteurs tels que le pétrole, le parapétrolier, les premiers qui viennent à l'esprit au Congo, mais aussi tous les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, allant de l'agriculture à la banque, au transport, aux services, professions libérales. Et pour répondre à votre question sur la présence des PME ou des sociétés à capitaux congolais au sein d'Unicongo, les secteurs dans lesquels ils sont, je dirais qu'à l'exclusion d'un ou deux secteurs où ils sont très peu présents, comme le pétrole, où on sait que c'est plutôt des majors ou même des juniors, mais plutôt internationales qui opèrent, dans tous les autres secteurs de l'activité de l'économie congolaise, les sociétés à capitaux congolais sont présents. D'accord. Michel Diombo, quelles sont actuellement les opportunités d'affaires à saisir au Congo? Les opportunités d'affaires, elles sont principalement des opportunités commerciales liées à la position du Congo en Afrique centrale. Le Congo s'est vendu pendant longtemps, même si c'est un peu moins vrai, parce qu'on est moins compétitif aujourd'hui, c'est vendu pendant longtemps comme étant un pays de transit ou un pays porte d'entrée de la sous-région. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir en la matière. Il y a peut-être aussi des opportunités à saisir dans le secteur du transport, du transit, justement pour débloquer
cette position de pays de transit. Ouais. Il y a en ce moment des opportunités précises sur le transport fluvial, par exemple. On sent bien qu'il y a un accent mis par un certain nombre de sociétés qui voudraient plus utiliser le fleuve pour le transport. Je pense aux cimentiers, par exemple, qui voudraient alimenter le nord-ouest de la RDC par le fleuve. Donc il y a un certain nombre d'opportunités, on va dire, géographiques. Et puis, bien évidemment, pour un pays qui importe 80 à 90% de son alimentation, toutes les opportunités qui découlent de l'alimentation, de la transformation agricole, de la production même agricole, parce que notre secteur agricole, certes, je suis acteur dans le secteur agricole, mais le secteur agricole reste encore balbutiant. Donc, il nous faut attirer au Congo des investisseurs pour monter à l'échelle, faire monter à l'échelle notre agriculture. D'accord. Et donc, on parlera de l'industrialisation, justement. L'industrialisation, oui, et qui passe après par... on va dire d'autres défis. Chez nous, on a des défis liés à l'alimentation électrique, qui aujourd'hui est un défi encore plus important. Justement, on reviendra sur ça, M. Djombo. Donc, on l'abordera quand vous poserez la question à ce sujet. Et il y a le tourisme. Il y a le tourisme qui se développe actuellement au Congo. Est-ce une opportunité à saisir ou c'est encore balbutiant? Il y a du tourisme de niche, je dirais. D'accord. Pour deux raisons. La première étant qu'il y a des opportunités dans des écosystèmes protégés et sensibles. Donc le Congo ne veut pas créer de tourisme de masse dans ces écosystèmes. Donc je pense à tout ce qui est tourisme environnemental dans les parcs tels que Haut-Zala. Et là, il y a quelques dizaines de touristes, je pense, qui viennent tous les ans, peut-être quelques centaines. Et la deuxième raison qui limite cela, c'est peut-être qu'on a encore quelques difficultés à faciliter l'accès au pays. Il y a une réflexion menée, je sais, par les pouvoirs publics pour donner l'accès à un e-visa. Et c'est vraiment quelque chose que les pouvoirs publics doivent accélérer parce que les représentations diplomatiques de notre pays ne sont pas encore très nombreuses dans certaines parties du globe. Il faudrait qu'on puisse avoir soit accès à un visa à l'arrivée, soit de le demander en ligne. Et donc, vous aviez dit que vous aviez des défis au niveau de la pratique de l'agriculture, au niveau de l'industrialisation. Moi, je vais rajouter un autre défi sur la transformation et sur la fabrication des produits par les locaux. Qu'en est-il du contenu local, M. Djombo? Je dirais que c'est un sujet à la mode. À la mode. Voilà. Mais je pense qu'on a tort de le prendre... À la mode, ou vraiment, c'est un sujet réel? Je vous dirai pourquoi je dis que c'est un sujet à la mode. Ça veut dire que ça préoccupe beaucoup de gens, ça revient régulièrement sur la table du débat. Oui. Mais en réalité, lorsqu'on regarde, si on parle de la proportion de locaux employés dans les sociétés, par exemple, on se rend compte que les plus grands employeurs du Congo dépassent rarement 10% de cadres expatriés dans leur main-d'œuvre. Si vous prenez des lois dans certains pays autour du Congo, l'obligation est de n'embaucher pas plus de 20% de cadres expatriés. Et on est très rarement au Congo, dans les sociétés congolaises, au-delà de ce niveau. Donc, au fond, quel est le fond du problème? Le fond du problème, c'est plutôt la nécessité d'augmenter ou d'améliorer la capacité de la main-d'œuvre locale. De la main-d'œuvre locale, voilà. Oui. J'ai à l'esprit un de mes adhérents, un grand groupe dans la direction sous-régionale est basée à Brazzaville, qui veut recruter un certain nombre de cadres qui passent par nous pour avoir accès au réseau, peut-être de cadres qui sont déjà embauchés par d'autres adhérents, peut-être pour les coopter ou alors faire des annonces. Les retours qui nous sont faits suite à ces annonces qui visent exclusivement des cadres congolais ou des RIPAD congolais, les retours sont pas très fructueux. Pas très fructueux. Et donc, il y a aussi la transformation des produits, des ressources naturelles, hein, ce qui permet d'éviter l'importation, justement, Monsieur Djombo. En parlant Vous êtes hésitant. Oui, parce qu'en parlant de transformation, on met un peu presque la charrue avant les bœufs. D'accord. On va prendre l'exemple de Rise qui le vit de première main au Congo. Rise a installé ses zones économiques spéciales dans l'objectif de transformer au Bénin et au Togo un certain nombre de produits produits localement. La noix de cajou, le soja, le coton pour le Bénin en particulier. Qui est une entreprise française? Rise, non, qui est un groupe singapourien. Singapourien. Et pourquoi je donne l'exemple de Rise au Togo, au Bénin, c'est qu'en arrivant au Congo, ils ont voulu relever le même challenge en transformant localement à destination de l'export des produits qui seraient produits au Congo en amont, qui pourraient être transformés dans ces zones économiques spéciales. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas beaucoup de produits locaux qu'ils puissent transformer autrement que les ressources minières et le bois. Vous voyez, donc, et c'est transformer des ressources minières ou du bois, ça demande des investissements assez importants.
qui ne sont pas toujours accessibles par manque de financement aux industriels ou aux investisseurs locaux. C'est pour ça que je dis que là, le challenge, il est autre. Je dirais qu'il faut d'abord qu'on augmente la capacité de l'amont, oui. Donc la production agricole, par exemple, qu'on soit capable de produire plus. Parce qu'on a, par exemple, des transformateurs industriels de maïs, de soja, de produire plus. Mais on ne produit pas aujourd'hui suffisamment dans le secteur agricole. Et comment ça se passe, le patronat, le secteur privé, comment ça se passe avec l'administration congolaise? Écoutez, on a passé une période difficile, je dirais une dizaine d'années, avec la chute du cours des matières premières, où le dialogue était quasiment rompu. Les ressources financières publiques s'étant asséchées, le réflexe a été de se tourner vers le secteur privé pour trouver les ressources manquantes, avec donc le corollaire de pression, de contrôles fiscaux assez importants, de redressement assez importants, qui ont été très mal vécus par le secteur privé pendant cette période, et ce qui a aussi crispé les représentants que nous sommes à Unicongo du secteur privé, et qui a fait qu'il y ait une distanciation dans le dialogue entre le secteur privé et le pouvoir public. Pourquoi ça a été mal perçu? Il n'y a pas eu de dialogue avant la prise des décisions des pouvoirs publics? Vous n'êtes pas concerté? Oui, très régulièrement, nous voyons apparaître des mesures, des annonces faites que nous découvrions dans les médias, de nouvelles taxes qui venaient sur la table, des sociétés de contrôle ou même des fois des doublons dans les contrôles, et nous apprenions souvent ces nouvelles mesures dans la presse. C'est difficile à vivre lorsque on essaie d'établir un pont ou qu'on essaie de porter le dialogue entre les deux parties. Et dans ce cas, que faites-vous, vous en tant que président d'Unicongo? J'ai dit que ça a été difficile pendant 10 ans parce qu'on sent une volonté de faire évoluer ce dialogue. À mon élection, vous avez dit que j'ai été élu en 2022, donc à mon entrée en fonction, je suis allé vers les pouvoirs publics pour leur porter un message nouveau, que nous voulions changer la dynamique de nos échanges. Nous voudrions leur dire et je leur ai dit à cette occasion, que nous comprenions qu'ils avaient une certaine marge de manœuvre limitée, et que nous pouvions l'entendre, et que nous pouvions comprendre, et qu'il fallait qu'on arrête peut-être de dialoguer, ou plutôt de nous parler sans nous entendre. Et ça, petit à petit, on arrive à faire évoluer, mais encore trop lentement à mon goût. Encore trop lentement, et en quelle matière? Les impôts? Je dirais oui, les impôts, c'est un bon exemple. Les impôts? Les impôts, c'est un bon exemple. Chaque année, nous recevons un courrier de la Direction générale des impôts et des domaines. Une pression fiscale, donc? Pas tant la pression, parce que la pression, elle est souvent associée au manque de visibilité, au manque de prévision. C'est une nouvelle taxe qui rentre. Mais là, on ne parle même pas de ça. On parle de faire évoluer le cadre fiscal. Chaque année, on reçoit un courrier de la Direction générale des impôts et des domaines qui nous dit nous préparons une nouvelle loi des finances. Quelles sont les propositions du secteur privé pour faire évoluer cela? D'accord. Nous répondons avec nos propositions. Jamais aucune de nos propositions n'est prise en compte. Et pour nous, ça, c'est un problème. Surtout que parmi ces propositions, il y a des propositions techniques, on va dire sans enjeu sensible vis-à-vis peut-être de certains aspects sociaux, où on ne touche pas fondamentalement au cadre fiscal, mais on voudrait clarifier certaines choses, on voudrait établir des procédures fiscales dans le cas où il n'existe pas, etc. Donc des choses assez simples à mettre en œuvre, mais même là, on rencontre peu d'écoute. Vous êtes force de proposition, mais vous rencontrez peu d'écoute. À ce stade. À ce stade. Et l'administration, l'État congolais oppose aussi au secteur privé le fait que certaines entreprises ne paient pas d'impôts. Qu'est-ce que vous en dites? Les entreprises du secteur formel paient toutes des impôts. Par essence, c'est ce qu'on appelle la formalisation. Il y a peut-être un cas particulier, je ne sais pas si c'est celui-là que vous avez à l'esprit, le cadre que permet la Charte nationale des investissements, qui est une charte qui, au Congo, n'a pas prévu l'extension de périmètre d'investissement et qui donne l'ensemble des avantages prévus à l'établissement d'une société ou au lancement d'un projet, y compris même dans les phases d'extension. C'est-à-dire que si vous obtenez une exemption d'impôt sur les sociétés, 5 ans plus tard à l'expiration de votre convention d'établissement, vous pouvez obtenir exactement le même avantage alors même que vous n'avez pas investi dans le même périmètre et que vous avez peut-être juste investi 10 ou 15% de plus pour une simple extension de périmètre. Et ça, nous en sommes conscients de la problématique que cela pose. Et nous poussons les pouvoirs publics dans le cadre de la Commission nationale des investissements qui se tient 2 fois par an
pour qu'un travail soit fait pour rénover cette charte. Parce que nous sommes conscients que, finalement, quelque part, c'est un avantage, mais nous donnons aussi le bâton pour nous faire battre. D'accord. Et juste pour finir là-dessus, la CEMAC a enfin entrepris un travail de toilettage de la charte des investissements au niveau CEMAC, qui du coup s'imposera au pays. Et donc bientôt, on aura un nouveau cadre qui permettra de sortir de ce genre d'avantages presque indus. D'accord. Donc d'avantages presque indus, parmi lesquels les mesures incitatives et exonérations qui se renouvellent au-delà du terme? Oui, au-delà du terme, mais au-delà de toute justification, au-delà des justifications initiales. D'accord. Alors, on va rester dans le dialogue, Michel Njombo. Donc, les entreprises privées, je vous cite, les entreprises privées congolaises appellent le groupe de la Banque africaine de développement à soutenir leur plaidoyer pour un dialogue franc et dynamique avec les pouvoirs publics et souhaitent un appui de l'institution pour un meilleur accès au financement et aux opportunités offertes par les investissements de la banque dans le pays. C'est votre message donc à la vice-présidente du groupe de la banque chargée du développement régional. Quelle suite à votre démarche, Michel Njombo? Écoutez, suite à cette rencontre qui a donné lieu à ce commentaire que vous venez de lire, nous avons été sollicités par la banque pour leur proposer un cadre que nous pourrions mettre en place et comment la banque pourrait nous accompagner. Comment relancer le dialogue, comment insérer mieux le secteur privé dans la relation bilatérale entre la banque et les pouvoirs publics. Nous attendons que la banque revienne vers nous avec le retour, le feedback éventuel qu'elle aurait sur notre proposition. D'accord. Et dans le déploiement de vos projets, est-ce que vous prenez en compte les populations locales? Dialoguez-vous avec les populations? Ah oui, bien sûr. Je vais vous donner le meilleur exemple qui soit. Le secteur forestier, par exemple. Vous avez, lorsqu'une entreprise forestière s'installe dans une localité, surtout les localités reculées, la mise en œuvre d'un cahier des charges qui inclut la construction de dispensaires, d'écoles, et qui, au-delà même du cahier des charges, peut aller très loin, jusqu'au paiement même de certains fonctionnaires dans ces localités assez éloignées, dans la prise en compte d'aspects sociaux, culturels de la vie de ces... Un développement durable. Oui, tout à fait. J'ai même à l'esprit un film qui a été diffusé pendant notre Assemblée générale l'année dernière, où la société IFO montrait un petit film de 2-3 minutes sur ses activités, où ça va aussi loin que des populations locales qui marquent même des arbres sacrés pour que les forestiers ne les touchent pas. Ne les touchent pas. Et c'est respecté. Alors, et si je vous parlais du projet Bakassi d'un de vos adhérents, Total Énergie, qu'est-ce que vous dites, Monsieur Njombo? Écoutez, c'est dans l'air du temps. La reforestation, le reboisement. On a d'ailleurs eu un forum à Brazzaville récemment sur le sujet. Pour ce qui est de Total, c'est une opportunité de compensation par rapport à ces activités. Ça permet de la création d'emplois au Congo, des investissements, donc on ne s'en plaindra pas. C'est quelque chose de positif. Mais pourtant, les populations n'avaient pas été consultées pour ce projet. Ça, c'est un débat qui revient souvent sur la table. Il se trouve toujours des organisations, des ONG ou des associations qui considèrent qu'on n'est pas allé assez loin dans le dialogue. Je ne sais pas, est-ce que c'est mon point de vue d'entrepreneur, mais quand je me dis que vous venez dans une zone qui est vierge, où il n'y a pas d'activité, si ce n'est des champs mis en œuvre par des populations locales. Et lorsque vous déployez un projet, vous intégrez ces populations en leur permettant d'associer, dans le cadre de ces populations-là, c'était du manioc, le manioc à l'acacia. Vous fournissez les plants, vous fournissez les outils, vous permettez d'accéder au marché en transportant les produits. Je ne comprends pas comment on pourrait encore mieux les associer. Après, souvent, il y a des plaintes, lorsque ce genre de projet arrive, de création insuffisante d'emplois. Je pense que dans le cadre de FRM, qui est le maître d'œuvre sur le projet, ils ont plutôt pensé continuer à associer les populations dans le cadre d'activités préexistantes, c'est-à-dire ils faisaient de l'agriculture, on les accompagne à continuer à faire de l'agriculture. Peut-être que les attentes étaient de trouver des emplois durables, rémunérés. C'est peut-être ces attentes-là qui n'ont pas été assouvies. Et je pense que peut-être il y a plutôt eu un déficit de communication sur les objectifs et la méthode, plutôt que de prise en compte des besoins des populations. Ok, un déficit de communication. Alors, parmi vos adhérents, Michel Njombo, nous avons de nombreux pétroliers. Et donc, on va parler de contrats de partage de production. La SNPC, donc parmi les adhérents, il y a la SNPC, Total Énergie, Eni, Congo. Et donc, dans les contrats de partage de production, quelle part réservée au Congo? Et comment garantir l'équité dans ces contrats? Écoutez, il y a un mécanisme assez complexe que certains maîtrisent mieux que moi,
qui est d'évaluer le coût de production de chaque baril. Ouais. Et une fois qu'on a évalué ce cost oil, il y a une répartition 50-50 des bénéfices, donc au-dessus de ces coûts de production. C'est très clairement plus intelligent que mon résumé, mais voilà l'état d'esprit derrière ces contrats de partage de production. Ouais. Je pense que tant qu'on maîtrise les volumes qui sont produits, ce qui est le cas, je n'ai pas de raison de supposer autrement, il n'y a pas de raison que dans un tel mécanisme, on soit lésé et que le Congo soit lésé. D'accord, donc beaucoup de bénéfices pour les pétroliers. Et sur les réalisations sociales sur le terrain, encore des pénuries d'eau, pas d'électricité, pas de carburant. Comment vous expliquez ça, Michel Njombo? Si je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le partage, si on dit qu'on fait 50-50 entre l'exploitant qui a pris un risque et qui a investi et les pouvoirs publics, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de bénéfices d'un côté ou de l'autre. Et si on reproche aux pétroliers avec leurs 50 de ne pas avoir investi pour adresser des challenges sociaux, on peut le reprocher à l'État aussi. On peut le reprocher à l'État aussi. Oui. Pourquoi l'État, avec sa part, n'a pas adressé ce qu'on veut que le pétrolier adresse pour lui? Mais il faut quand même relever une chose. Les pétroliers sont les sociétés qui ont les plus gros budgets RSE parmi les entreprises au Congo. Et ces budgets RSE, qui représentent plusieurs milliards de francs CFA par an, ils sont souvent fléchés par les autorités publiques. Vous allez voir qu'il y a un centre d'excellence sur les formations en énergie renouvelable qui a été construit à Oyo. Il y a une université en construction à Pointe-Noire. Il y a une extension du mémorial de Brazza à Brazzaville. Et tout ça, ce sont des choix faits par le politique. On aurait pu dire aux pétroliers, construisez 50 écoles dans le Kwilu. On leur a dit, construisez les 3-4 bâtiments et édifices que je vous ai cités là. Donc, quelque part, les pétroliers ne sont pas toujours... Parce que c'est pas, une fois qu'on a mis ce budget et qu'il est destiné à être investi au Congo, ils perdent presque un peu la main sur le choix de l'usage de ces sommes. D'accord. Alors, nous allons parler du cadre légal au Congo, Monsieur Njombo. Et vous avez parlé du Code des investissements. Souvent, on dit que le Code des investissements et la Charte des investissements a été fait pour les grands groupes et les entreprises locales ne bénéficient pas de ces chartes. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Njombo? Ce n'est pas tout à fait exact parce que ce que prévoit la Charte nationale des investissements, c'est que pour obtenir une convention d'établissement, il faut avoir investi 100 millions de francs CFA ou plus. Donc certes, l'artisan local ne peut pas investir 100 millions, mais 100 millions de francs CFA, c'est à la portée d'une PME. Pour vous dire 100 millions de francs CFA, aujourd'hui, c'est 3-4 véhicules, ce n'est pas même bon pas un pour hangar. Le Congo, ça veut dire qu'il n'y a aucune entreprise capable de... Ah si, il y a tous les 6 mois, il y a la Commission nationale des investissements qui siège et il y a au minimum 25 dossiers, dont très rarement des grands groupes qui obtiennent la convention nationale la convention d'investissement. Et parmi ces grands groupes, les Congolais, les capitaux congolais? Pas des grands groupes, c'est des PME la plupart. C'est des PME. On va dire 80% de ceux qui obtiennent des conventions d'établissement au Congo sont des PME à capitaux congolais. À capitaux congolais. Et donc, on va parler du Code général des impôts. Quels sont les principaux impôts pour des investisseurs au Congo? Prenons-le plutôt à l'inverse. Le fait d'investir au Congo, on parlait de la Charte nationale des investissements, vous donne accès à un certain nombre d'exonérations dans certains secteurs qui sont totales. C'est-à-dire vous êtes exonéré de l'impôt sur les sociétés, vous êtes exonéré de la TVA sur la vente de vos produits, de la TVA à l'importation, de la douane à l'importation, d'un certain nombre même de taxes salariales. Dans le secteur de l'agriculture, par exemple, c'est le secteur le plus exonéré au Congo. Dans le secteur pétrolier, minier. Pour inciter à la pratique de l'agriculture. Dans le cas de l'agriculture, tout à fait, mais il y a aussi dans le secteur de l'éducation. En fait, tous les secteurs qui sont des secteurs prioritaires pour le développement du Congo, au-delà de 100 millions de francs CFA, une société en création ou un projet en développement peut avoir droit à une convention d'établissement. Donc, on va parler du PND, parce que vous parliez de secteurs, vous parlez de l'agriculture, des secteurs prioritaires pour le développement du Congo. Le PND, donc, qui est le Plan national de développement 2022-2026. J'en parle parce que je voudrais voir avec vous comment l'Uni-Congo contribue à l'amélioration du climat des affaires. Et donc, pour le PND, Monsieur Michel Njombo, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce plan? Je ne veux pas... Est-ce qu'il est réaliste? Je ne veux pas froisser les pouvoirs publics. Donc, je vais me limiter à dire que le secteur privé n'a pas été consulté dans la rédaction. Le secteur privé n'a pas été consulté. Quand on dit que Uni-Congo représente 80% de l'économie formelle au Congo, je peux garantir qu'aucun de mes adhérents n'a été consulté pour le PND. Et donc, nous sommes même assez surpris lorsqu'on nous dit que 70% du PND va être financé par le secteur privé. Pas le secteur privé national, puisqu'il n'a pas été engagé.
D'accord. Vous avez donc redynamisé le fonctionnement de l'organisation patronale. Mais très rapidement, Michel Djombo, quel bilan et quelle est votre vision pour le futur? Écoutez, avant moi, en toute humilité, Unicongo considérait que rassembler les grands suffisait parce que les grands portaient l'opinion du secteur privé et tout ce que les grands arrivaient à obtenir comme gain et avancer pour le secteur privé suffisait et ruisselait pour toute l'économie. Mais je considère, moi, que la voix des PME, TPE compte aussi, est très importante. Donc, on a décidé, dans notre présidence, d'élargir un maximum. C'est pour ça que je vous parlais d'un passage, on était à 300 adhérents, 325 l'année dernière, on va passer à 500 cette fin d'année, justement dans cette volonté d'élargir au maximum la base, parce qu'il y a des fois des éléments qui ne nous viennent pas à l'esprit lorsqu'on porte un plaidoyer ou lorsqu'on fait du lobbying vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc c'est important d'avoir les points de vue les plus larges possibles. Ok, parlons des Jeux Olympiques. Vous êtes à Paris, donc actualité oblige. Hein, les Jeux Olympiques, la cérémonie de clôture a eu lieu hier. Et Monsieur Djombo, quel accompagnement des athlètes congolais, du sport congolais? On pêche un peu, je dirais, dans le secteur privé, justement par le manque d'accompagnement de la culture et du sport. D'accord. Mais je dirais que peut-être qu'on suit dans le sillon des pouvoirs publics. Peut-être que globalement, le problème au Congo se pose. On n'est pas suffisamment engagé, secteur privé, pouvoir public, derrière les athlètes et les artistes. Je disais tout à l'heure que les budgets RSE des grandes sociétés sont souvent fléchés par les ministères de tutelle. Oui. Voilà, donc on perd la liberté peut-être d'accompagner certains secteurs. Et d'ailleurs, j'ai été contacté par un artiste qui m'interpellait là-dessus en me disant en plus qu'on a des avantages fiscaux, on est défiscalisé sur les apports financiers qu'on fait à la culture. Donc c'est vraiment une réflexion qu'on doit mener. Et d'ailleurs, les Jeux Olympiques à Paris ont été un bon exemple de montrer comment le sport et de tels événements peuvent mobiliser tout un pays, créer de la cohésion, créer de l'activité économique. Oui. Donc je pense que c'est quelque chose une réflexion qu'on doit mener plus. D'accord. Merci beaucoup, Michel Djombo, d'être passé. Et bonne continuation et surtout bon retour à Brazzaville. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Je vous dis à très vite sur Global Africa et 3 en 1 Afrique. C'était Carmen Févillier pour votre plaisir. Au revoir.